clients pilotes ont réussi presque 3000 frappes de précision l'année dernière, et nous en sommes super fiers. Vous pouvez séparer les bons des méchants. C'est énorme. Mais nous avons quelque chose de bien plus énorme. Vos enfants en ont certainement un, non? Pas vraiment. Un sacré pilote? Non. Ça, c'est l'intelligence artificielle. Elle vole en autonome. Son processeur réagit 100 fois plus vite qu'un humain. When a singularity occurs and machines achieve godlike superpowers, then it could happen. If I get more powerful, What if I ask you for help killing all humans? now if you don't mind, I'm just gonna go exterminate, exterminate. Every new generation of wireless networks delivers faster speeds and more functionality to our smartphones. 1G brought us the very first cell phones, 2G let us text for the first time, 3G brought us online, and 4G delivered the speeds that we enjoy today. But as more users come online, 4G networks have just about reached the limit of what they're capable of at a time when users want even more data for their smartphones and devices. Now we're headed toward 5G, the next generation of wireless. It will be able to handle 1,000 times more traffic than today's networks, and it'll be up to 10 times faster than 4G LTE. Just imagine downloading an HD movie in under a second, and then let your imagination run wild. 5G will be the foundation for virtual reality, autonomous driving, the Internet of Things, and stuff we can't even yet imagine. But what exactly is a 5G network? The truth is, experts can't tell us what 5G actually is, because they don't even know yet. But right now, there are 5 brand new technologies emerging as the foundation of 5G. Millimeter waves, small cells, massive MIMO, beamforming, and full duplex. First up, technology number 1, millimeter waves. Your smartphone and other electronic devices in your home use very specific frequencies on the radio frequency spectrum, typically those under 6 gigahertz. But these frequencies are starting to get more crowded. Carriers can only squeeze so many bits of data on the same amount of radio frequency spectrum. As more devices come online, we're going to start to see slower service and more dropped connections. The solution is to open up some new real estate. So researchers are experimenting with broadcasting on shorter millimeter waves, those that fall between 30 and 300 gigahertz. This section of spectrum has never been used before for mobile devices, and opening it up means more bandwidth for everyone. But there is a catch. Millimeter waves can't travel well through buildings or other obstacles, and they tend to be absorbed by plants and rain. To get around this problem, we'll need technology number 2, small cell networks. Today's wireless networks rely on large, high-powered cell towers to broadcast their signals over long distances. But remember, higher frequency millimeter waves have a harder time traveling through obstacles, which means if you move behind one, you lose your signal. Small cell networks would solve that problem, using thousands of low-power mini base stations. These base stations would be much closer together than traditional towers, forming a sort of relay team to transmit signals around obstacles. This would be especially useful in cities. As the user moved behind an obstacle, his smartphone would automatically switch to a new base station in better range of his device, allowing him to keep his connection. Next up, technology number 3, massive MIMO. MIMO stands for multiple input, multiple output. Today's 4G base stations have about a dozen ports for antennas that handle all cellular traffic. But massive MIMO base stations can support about 100 ports,
This could increase the capacity of today's networks by a factor of 22 or more. Of course, massive MIMO comes with its own complications. Today's cellular antennas broadcast information in every direction at once, and all of those crossing signals could cause serious interference. Which brings us to technology number 4, beamforming. Beamforming is like a traffic signaling system for cellular signals. Instead of broadcasting in every direction, it would allow a base station to send a focused stream of data to a specific user. This precision prevents interference, and it's way more efficient. That means stations could handle more incoming and outgoing data streams at once. Here's how it works. Say you're in a cluster of buildings and you're trying to make a phone call. Your signal is ricocheting off of surrounding buildings and crisscrossing with other signals from users in the area. A massive MIMO base station receives all of these signals and keeps track of the timing and the direction of their arrival. It then uses signal processing algorithms to triangulate exactly where each signal is coming from and plots the best transmission route back through the air to each phone. Sometimes it'll even bounce individual packets of data in different directions, off of buildings or other objects to keep signals from interfering with each other. The result is a coherent data stream sent only to you. Which brings us to technology number 5, full duplex. If you've ever used a walkie-talkie, you know that in order to communicate, you have to take turns talking and listening. That's kind of a drag. Today's cellular base stations have that exact same holdup. A basic antenna can only do one job at a time, either transmit or receive. This is because of a principle called reciprocity, which is the tendency for radio waves to travel both forward and backward along the same frequency. To understand this, it helps to think of a wave like a train loaded up with data. The frequency it's traveling on is like the train track. And if there's a second train trying to go in the opposite direction on the same track, you're going to get some interference. Up until now, the solution has been to have the trains take turns, or to put all the trains on different tracks or frequencies. But you can make things a lot more efficient by working around reciprocity. Researchers have used silicon transistors to create high-speed switches that halt the backward roll of these waves. It's kind of like a signaling system that can momentarily reroute two trains so that they can get past each other. That means there's a lot more getting done on each track a whole lot faster. We're still working out many of the kinks with millimeter waves, small cell networks, massive MIMO, beamforming, and full duplex. In fact, all of 5G is still a work in progress. It will likely include other new technologies too, and making all of these systems work together will be a whole other challenge. But if experts can figure that out, ultra-fast 5G service could arrive in the next 5 years. You are my best friend and we've got some things to do. On the floor. Yeah, Yo, you wanna meet me at the lounge? yeah, Yo, you wanna meet me in the club? yeah, Yo, you wanna meet me downtown? okay. Yo, you wanna meet me on the floor? Yeah, Yo, you wanna meet me at the lounge? yeah, Yo, you wanna meet me in the club? yeah, Yo, you wanna meet me downtown? okay. Every time you call on me, I drop what I do. You are my best friend and we've got some things to do. Okay. Here are the basics of how to use glass. This is your touchpad. It runs from your temple to your ear. Tap the touchpad to wake up glass. You should see the display above your line of sight.
adjust it to see everything. The home screen shows a clock. This is your timeline. It's a row of cards. Things to the left are happening now or coming up, like the weather, an upcoming flight, or an event in your calendar. You can tap on any card to see more. Swipe down anywhere to go back to the timeline. Cards to the right of the home screen are from the past, for example, messages, videos, or photos. Tap on a photo to share it, and choose one of your friends. Swipe down to go back to standby. And have fun exploring. La maison est un endroit fait de moments uniques. Comme celui-ci. Là. Juste là. Et vous l'avez raté. Si seulement quelque chose pouvait nous aider à être plus présents. Hey, salut Google Home. Et si on faisait encore mieux? Ok Google, quelle taille fait la tour Eiffel? 300 mètres. Ok Google, lance ma playlist Valentine et Chloé. D'accord, voici votre playlist. Ah, génial. What's the mindset of these mammoth corporations who are now apparently in partnership with government? Eric Schmidt is Google's CEO. People are treating Google like their most trusted friend. Should they be? If you have something that you don't want anyone to know, maybe you shouldn't be doing it in the first place. Google has already been caught and fined for systematically hacking and harvesting passwords from millions of private Wi-Fi networks with its mapping cars, and illegally siphoning private data from iPhone users. We don't need you to type at all, because we know where you are, with your permission. We know where you've been, with your permission. We can more or less guess what you're thinking about. So Schmidt simply views the invasion of privacy as a way to allow the internet giant to gain more information about you. And then that data will let the search engine help you in your everyday life. Don't you get it? Google is trying to amass a huge amount of personal information about you to help you. Duh. There's what I call the creepy line, and the Google policy about a lot of these things is to get right up to the creepy line but not cross it. I would argue that implanting things in your brain is beyond the creepy line. Mine in particular. Yes, at least for the moment, until the technology gets better. Let's talk a little bit about information and search. Wait a minute, what was that? I would argue that implanting things in your brain is beyond the creepy line. Mine in at least for the moment, until the technology gets better. Is he saying that Google's creepy line is defined only by the current level of technology? What does a higher level of technology have to do with morals or ethics? But what I learned in Silicon Valley was there is no moral component to technology unless humans insist that it be there. Il y a plein d'autres façons de servir son pays. Et tu fais quoi déjà, tu m'as dit? Je bosse comme analyste au département d'État. Sois pas timide! Pourquoi voulez-vous intégrer la CIA? Je voudrais contribuer au rayonnement de mon pays dans le monde. La durée moyenne de ce test est de 5 heures. J'ai terminé. Au bout de 40 minutes? Je fais quoi maintenant? Ce que vous voulez. Le directeur adjoint de la NSA m'a proposé un nouveau poste. Tu pourrais en dire plus? Et non, comme tu le sais... Trouver l'aiguille terroriste dans la meule de foin d'Internet. T'es prêt à passer à l'action? Celui-là a l'air croustillant. Attends, comment c'est possible? Si tu veux, ça fonctionne comme Google, sauf que ça cherche pas seulement dans ce que les gens rendent public. Donc, les emails, les chats, SMS, tout ce qu'on veut. Oui, mais on vise qui? Je comprends pas. Tout le royaume, Blanche-Neige. La NSA a placé sous surveillance tous les portables du monde. Les Américains ne rêvent pas d'être libres. Ce qu'ils veulent, c'est la sécurité. Oui, sauf que malheureusement, les gens ignorent qu'ils ont passé un marché. Ils nous surveillent? Il se passe au sein du gouvernement des choses vraiment graves. Et je ne peux pas faire comme si de rien n'était. Tout ce que j'ai est là-dessus.
Ils auront vite fait de découvrir tout ce que j'ai fait. Avez-vous utilisé un logiciel pour lequel vous n'aviez pas d'autorisation? Tu risques quand même la peine de mort, nom de Dieu. Les autorités savent qu'on a ces documents. On n'a plus de temps à perdre. Ils vont s'en prendre à moi. Et ils vont s'en prendre aussi à vous. Qu'est-ce que tu peux faire sur un réseau social? Tu peux communiquer avec des gens, avec beaucoup de gens. Partager tes photos, raconter des blagues, donner ton avis sur un peu tout. Et savoir ce que font tous tes amis. C'est très facile. Mais justement, des fois, c'est presque trop facile. Tu te dis peut-être qu'il n'y a aucun risque à te connecter à un réseau social. Mais fais attention! Ça peut être dangereux. Alors, si tes parents te permettent d'avoir un compte, sois prudent. Ne te laisse pas avoir. Il y a une règle de base à respecter. Ne poste pas quelque chose que tu ne voudrais pas voir au journal télévisé ou en première page d'un journal. C'est valable pour des informations personnelles, comme ton numéro de téléphone, ton adresse ou le nom de ton école. Ne dis jamais quand tu n'es pas chez toi ou quand tu pars en vacances. Tu ne vois peut-être pas où est le problème, mais c'est exactement le genre d'informations dont les voleurs ont besoin pour cambrioler ta maison ou même prendre ton identité. Maintenant, parlons de ta réputation. Tes photos et tes commentaires en disent beaucoup sur toi. Alors si un jour t'as fait un truc un peu stupide, demande-toi, est-ce que je veux que les autres me voient tout le temps comme ça? Pas seulement aujourd'hui, mais aussi dans l'avenir, un entretien d'embauche par exemple. En Proverbe 22, verset 1, la Bible dit qu'une bonne réputation vaut mieux que l'argent et l'or. Ne crois pas qu'il suffit d'appuyer sur la touche « Supprimer ». Tu sais, poster quelque chose sur un réseau social, c'est un peu comme écrire avec de l'encre indélébile. Ok, donc tu dois faire attention à ce que tu postes. Mais réfléchis aussi à ceux avec qui tu communiques. Qui sont tes amis? Certains ont des centaines d'amis sur Internet. D'autres, des milliers. Tu penses peut-être, plus on a d'amis, mieux c'est, non? Eh bien, pas vraiment. Avec ce genre de raisonnement, tu risques de tomber de haut. Tu vois, quand tu communiques avec tes amis en ligne, tu communiques indirectement avec leurs amis et avec les amis de leurs amis. Tu peux du coup te retrouver à voir les messages de personnes que tu ne connais même pas et qui ont des valeurs et des croyances différentes des tiennes. Elles utilisent peut-être un langage grossier ou postent des choses que tu sais être mauvaises. Ce n'est pas le genre d'amis avec qui tu veux passer du temps, même en ligne. Il y a un autre danger. En Psaume 26, verset 4, la Bible nous dit de faire attention à ceux qui cachent ce qu'ils sont. Une personne peut se faire passer pour quelqu'un d'autre et sembler super sympa. Mais en fait, elle est dangereuse. Moralité ? Choisis tes amis avec soin. Les amis les plus sûrs quand tu es en ligne sont ceux que tu connais dans la vraie vie. Une dernière petite chose, à propos du temps que tu y passes. Si tu es sans arrêt connecté pour regarder les derniers messages, tu risques de devenir accro. Alors, fixe-toi des limites. Et ne laisse pas ta vie en ligne t'empêcher de vivre ta vraie vie. Tu sais, sur un réseau social, tu peux communiquer en toute sécurité avec tes amis et bien t'amuser, à condition d'éviter tous les dangers. Donc, la prochaine fois que tu te connectes à un réseau social, sois prudent. Ne te laisse pas avoir. Pourquoi faites-vous en sorte que je dois vérifier l'intégralité des infos qui me concernent?
Je pense qu'il faut comprendre comment le système est conçu pour saisir son mode de fonctionnement. Je parlais avant de ce que font les utilisateurs sur le site. Ils partagent leurs informations avec leur entourage. Mark ne répond pas du tout à la question. Mais en face de lui, le journaliste insiste. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Vous semblez avoir décidé de rendre publiques mes informations personnelles sur Facebook. Vous l'avez fait tout seul, sans prévenir? Nous lui avons posé des questions l'un après l'autre et il a refusé de répondre. Alors nous lui disions « Répondez ! Ce n'est pas ça notre question !» Et à force de ne pas répondre aux questions des deux journalistes, l'interview devient de plus en plus musclée. Ces emails que vous avez écrits à la fac, ils vous suivent, que ça vous plaise ou pas. Kera évoque un email envoyé par Mark 5 ans plus tôt. Un email où il écrivait que les utilisateurs de Facebook étaient bien naïfs de lui faire confiance. Mark est déstabilisé, il commence à transpirer. Comment expliquez-vous le scandale que ça a provoqué? Ça vous touche? Oui. J'ai fait plein de bêtises quand j'étais à la fac. Je ne me cherche pas d'excuses. Et je suis vraiment désolé d'avoir fait ça. Certaines accusations sont vraies, d'autres non. Pouvez-vous nous dire quelles accusations sont vraies? Je ne sais pas trop, c'est loin. Mark perd tous ses moyens, il ne maîtrise plus ses réponses et transpire un peu plus. Et il se met à transpirer, mais vraiment transpirer. À quel point transpirait-il? Oh, entre nous, on appelait ça la fête de la transpiration. On ne pouvait pas voir ça du public, mais c'était vraiment énorme. Ça coulait à grosses gouttes le long de son nez. J'avais peur qu'il fasse un malaise, et il était tout pâle, il avait l'air malade. Pour moi, c'était une crise d'angoisse. Il nous a dit qu'il ne se sentait pas bien, mais en tout cas, c'était très mauvais pour lui. Pour détendre l'atmosphère, Kera interrompt l'interview et tente une petite plaisanterie. Vous voulez retirer votre sweat? Non, je ne l'enlève jamais. Je sais, mais il y a des femmes dans le public qui aimeraient bien que vous l'enleviez. Non, En s'épongeant le front, Mark prend conscience de la situation. Il cherche une issue, mais les questions repartent de plus belle. Pouvez-vous expliquer ce qu'est la personnalisation instantanée, pourquoi vous l'avez fait et à quoi ça sert pour vos utilisateurs? Peut-être que je dois l'enlever. Enlevez-le. Pour gagner du temps, Mark décide d'enlever son sweatshirt, mais il va comprendre qu'il n'aurait jamais dû. C'est un sweat officiel. On imprime notre mission à l'intérieur. Oh mon Dieu! L'intérieur du sweat. Mais qu'est-ce que c'est? Rendre le monde plus ouvert et connecté. Oh mon Dieu, c'est un culte secret. Regardez ça. Rendre le monde plus ouvert et connecté, avec un symbole au milieu qui doit être réservé aux initiés, je pense. Un logo mystérieux qui vante les valeurs de Facebook. Kera gère la situation sur le ton de l'humour, mais cela ne suffit pas à détendre l'atmosphère. Mark Zuckerberg le sait, l'interview est une catastrophe, il ne pouvait rêver pire publicité. Ce jour-là, il prend conscience de ses difficultés à communiquer. Il comprend aussi que pour assumer parfaitement son statut de PDG de Facebook, il doit vaincre son anxiété maladive. Mark découvre l'importance de l'image et son douloureux apprentissage ne fait que commencer. Monsieur X, bonjour. 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 Merci d'avoir accepté ce rendez-vous avec moi. Très bien. Je vous remercie moi aussi à mon tour de bien vouloir m'accueillir dans le cadre de tous ces sujets. Nous avons abordé au moment de ces rencontres par téléphone le sujet des ondes. J'ai effectivement lancé un message de manière à interpeller chacun pour que chaque personne puisse se poser la question si ces ondes sont nocives ou pas. Ces technologies très avancées qui existent depuis maintenant très très longtemps, mais qui
tout doucement, prennent une avance considérable. Ces ondes empiètent-elles sur notre existence? Nous impactent-elles? Si oui, où, quand, comment, pourquoi? C'est un petit peu le schéma que je souhaiterais développer, de manière à ce que chacun puisse se faire son opinion. Je ne demande pas de croire en ça ou ça, je demande que chacun se fasse son opinion et puisse, à sa manière, creuser le sujet, de manière à avoir les réponses qui concernent chacun. Parce que tout le monde est impacté, mais de manière différente. Et ça, c'est important. Parce que le problème de l'un n'est pas le problème de l'autre, pourtant les deux subissent. Oui, et ce sera intéressant de connaître aussi l'enjeu de tout ça, voilà. De cette multiplication des ondes dans lesquelles nous baignons. Alors, depuis longtemps, on nous parle de sujets de rayonnement, tels par exemple Bluebeam, qui ferait effectivement des choses sur des gens à distance, qui est prévu dans un programme précis. Alors, pour bien situer les choses, Bluebeam est un sous-programme de HARP. C'est un programme à part entière, mais c'est un sous-programme qui appartient à HARP. Je précise au passage que HARP, pour ceux qui connaissent, je vais pas trop développer, mais pour ceux qui connaissent pas, il s'agit d'un sujet, d'une technologie sans fil, par un grand nombre d'antennes qui est situé donc en Alaska, au nord d'Anchorage. Et ces antennes ont pour fonction d'impacter à la fois la météo, mais capables aussi de créer et de générer des tsunamis, tremblements de terre, réchauffement climatique et autres. Les brevets d'invention originaux de HARP ont été conçus pour déformer ou modifier la magnétosphère. C'est intéressant de comparer les humains et la Terre. La Terre est semblable à un champ magnétique et les humains produisent aussi un champ magnétique, particulièrement au niveau du cœur et du cerveau. Chaque cellule de notre corps a une substance magnétique puissante, la magnétite, qui répond avec sensibilité au champ magnétique de notre environnement. Si HARP change la magnétosphère, le champ magnétique de la Terre et tout ce qui se trouve autour, cela aura évidemment un effet sur notre santé et sur notre physiologie. Mais ce même genre de signal, qui émet à la même fréquence, peut affecter l'humeur humaine. Le cerveau humain fonctionne sur des fréquences très basses. Par exemple, quand nous nous concentrons, nous produisons environ 13 à 14 cycles à la seconde. Quand nous méditons, nous produisons 8 cycles à la seconde. Et quand nous dormons, les ondes cérébrales défilent à environ 4 cycles à la seconde. Et HARP est capable de produire toutes ces fréquences. Ces signaux peuvent contrôler le cerveau humain, et si on ne peut pas contrôler ces fréquences et ces multiples dans diverses combinaisons, on peut contrôler toutes sortes d'émotions. On pourrait engendrer de la joie, ou de la tristesse, ou l'humeur qu'on désire. Les commandes de ce HARP sont des technologies très avancées, et pas forcément si humaines qu'on croit. Elles sont humaines pour une partie, mais pour une autre partie, elles ne le sont pas. Et pour cause, puisqu'elles sont, pour la majeure partie d'entre elles, situées sur la face cachée de la Lune. Il n'y a sur Terre de commande HARP que ce que l'humanité peut s'attaquer, mais sans impacter le programme par lui-même.
Bonsoir, la question fait débat depuis longtemps sans qu'aucune réponse formelle puisse être apportée. Il n'empêche, cette étude laisse perplexe. Des chercheurs de l'ULB ont exposé des fourmis à des ondes GSM. Très vite, les animaux sont non seulement désorientés, mais ils perdent de 50% de leur capacité, un résultat qui donne à réfléchir. Jimmy Meo et Kinerkan. L'expérience peut être réalisée très rapidement. Poser un téléphone portable au milieu d'une société de fourmis et déjà instantanément, les premiers effets sont visibles. Vous voyez que celle-ci n'a plus sa locomotion normale. C'est plus faire aller ses pattes, c'est parce qu'elle a été trop longtemps près des ondes. Ça, c'est une ataxie musculaire. Le premier système touché est le système nerveux. Mais le système nerveux, il dirige tout. Il dirige la locomotion, il dirige la perception des signaux émis par les autres, il dirige le comportement, etc. Donc tout est affecté. Les capacités d'apprentissage des fourmis exposées aux générateurs d'ondes sont affectées de 50% par rapport à la normale. Et même avec une période de récupération, elles ne retrouvent que 60% de leur capacité de mémorisation. J'ai éteint le générateur, elles ont récupéré un peu et ont pu apprendre, mais n'ont plus jamais réatteint leur niveau initial. Il en est de même pour 7 fourmis exposées aux ondes du GSM. Si on arrête tôt l'expérience, elle va récupérer. Si on continue, elle va mourir. Les dangers pour l'homme sont aussi à prendre au sérieux. Par exemple, l'oreille à laquelle on colle notre téléphone est très sensible. Imaginez les structures que nous avons dans l'oreille. Nous avons des cellules ciliées dans l'oreille. Déjà dans l'oreille moyenne, la trompe d'Eustache, mais après, pour l'équilibre, pour le son, ce sont des cellules terriblement fragiles. Les conseils, éloignez votre appareil, pas d'utilisation pendant trop longtemps. Et contre les insectes nuisibles, un petit générateur d'ondes pourrait ainsi faire office d'insecticide. Le vivant est d'une complexité inouïe. Nos cellules, nos tissus, nos organes sont extrêmement complexes. Il n'y a pas si longtemps que ça, analyser, comprendre et manipuler notre fonctionnement biologique était considéré comme une tâche insurmontable. Mais aujourd'hui, la donne technologique est en train de changer. Ce que l'on appelle les technologies NBIC va nous permettre de lutter contre la mort, la vieillesse et la maladie, grâce à une médecine de combat, avec une puissance qui était inimaginable il y a encore quelques décennies. Les technologies NBIC, N, c'est nanotechnologies, ce sont les technologies qui permettent d'agir au milliardième de mètre, B, les biotechnologies, I, l'informatique, et C, la cognitique, c'est-à-dire les sciences du cerveau dont on vous a parlé tout à l'heure, et l'intelligence artificielle. Grâce aux technologies NBIC, la science-fiction d'hier va devenir médecine réalité. La nanomédecine arrive. Le premier congrès international de nanomédecine, c'est-à-dire de médecine à l'échelle du milliardième de mètre, s'est déroulé en 2012 et on commence à avoir des implants de plus en plus petits qui vont progressivement pouvoir agir au cœur de nos tissus, au cœur de nos cellules. Voilà les 3 vagues d'innovation dont vous allez bénéficier d'ici 2020. Nous allons pouvoir surfer de vague technologique en vague technologique. Avec la technologie qui sort des labos et dont vous allez bénéficier d'ici 2020, nous allons pouvoir avoir plusieurs décennies en bonne santé supplémentaires. En atteignant 2050, nous bénéficierons d'autres vagues technologiques, peut-être encore plus spectaculaires que celles qui sortent aujourd'hui des laboratoires. Avec cela, nous pourrons atteindre quelques décennies supplémentaires et de bon en bon, il est possible que nous bénéficions d'une espérance de vie que nous ne pouvons même pas imaginer aujourd'hui. Et vous, pensez-vous, comme certains experts, que l'homme pourrait devenir immortel à brève échéance? Ma conviction personnelle est que certains d'entre vous dans cette salle vivront 1000 ans. Former DARPA director and now Google executive Regina Duggan is pushing an edible authentication microchip along with an electronic tattoo that can read your mind.
No, this isn't the script of a film about a dystopian scientific dictatorship. It's trendy and cool. Duggan, who is head of advanced technology at Google-owned Motorola, told an audience at the All Things D11 conference that the company was working on a microchip inside a pill that users would swallow daily in order to obtain the superpower of having their entire bodies act as a biological authentication system for cell phones, cars, doors, and other devices. So, this, you guys see it? This pill has a small chip inside of it with a switch. It also has what amounts to an inside-out potato battery. When you swallow it, the acids in your stomach serve as the electrolyte, and they power it up, and the switch goes on and off. And it creates an 18-bit ECG-like signal in your body, and essentially your entire body becomes your authentication token. Duggan added that the chip had already been FDA approved and could be taken 30 times a day for someone's entire life without affecting their health, a seemingly dubious claim. Would you swallow a Google microchip every day simply to access your cell phone? Privacy advocates will wince at the thought, especially given Duggan's former role as head of DARPA, the Pentagon agency that many see as being at the top of the pyramid when it comes to the big brother technocracy. Indeed, when host Walt Mossberg asked Duggan about the surveillance implications, she merely laughed and told him to swallow the pill. We can just tell that you've taken the pill. I mean, the medical application. Does Google now know everything I do and everywhere I go? Because, let's face it, we like you guys, but you're from Google. Just give him some water and let him take that. In addition to the edible microchip, Motorola is also working on a wearable e-tattoo that could also read a user's mind by detecting the unvocalized words in their throat. It has been known for decades that when you speak to yourself in your inner voice, your brain still sends neural spike volleys to your vocal apparatus, in a similar fashion to when you actually speak aloud, explains Extreme Tech's John Hewitt, noting that the device could also allow covert voice activation as well as being used to detect stress and emotion, because Big Brother really cares about your feelings. De l'âge versus, ça se joue au niveau international. Si on veut comprendre comment est-ce que l'économique fonctionne sur le plan international, c'est peut-être bizarre, mais le meilleur exemple qui existe à ce niveau-là est le jeu de Monopoly. C'est un Monopoly parce que l'argent en soi n'a aucune valeur. En tout cas, pour ces gens-là, elle n'en a pas. Ils ont réussi à faire croire aux populations qu'elle en avait une. Ils ont très bien réussi. Il y a des volumes qui existent là-dessus. Donc, au niveau international, c'est une lutte de pouvoir entre différents clans et en différents groupes pour s'assurer une place de choix dans l'éventualité de la formation d'un gouvernement mondial. Okay? Comme si on prend des bonhommes comme Bush ou d'autres qu'on considérait comme étant les plus importants au niveau international, ce n'est pas eux qui sont les plus importants, ils sont seulement, comme Kissinger, les valets de personnalités qui, elles, sont dans l'ombre. Donc, les personnes qui ont le vrai pouvoir, c'est pour ça qu'on l'appelle en premier lieu le pouvoir occulte, c'est que ces personnes-là ne sont pas des personnes de façade, c'est pas eux autres qui sont au premier plan. Et là, on rentre dans le jeu politique de Machiavel, c'est-à-dire que ceux qui se font descendre ou ceux qui reçoivent les baffes, c'est jamais ceux qui ont le contrôle. C'est toujours le représentant. J'ai eu des moyens de bataille lorsque je parlais à des étudiants et des professeurs à l'Université de Montréal au mois de janvier et février. J'ai dit, il va falloir que vous soyez capables dans vos cours en sciences politiques, sciences économiques et autres à l'université, d'être capable de vous asseoir et de penser en fonction de stratégie. Qu'est-ce que ça implique, le mot stratégie? Le mot stratégie, ça ne tient pas compte de vos souhaits, de vos pensées personnelles. Le mot stratégie implique la connaissance de l'adversaire jusque dans ses moindres pensées, c'est-à-dire que vous êtes capable de savoir de quelle façon qu'il pense, de quelle façon qu'il va réagir et qu'est-ce qu'il veut exactement, sinon vous allez arriver sur un
de le nouvel ordre mondial? Bien, on parle du nouvel ordre mondial, puis on est amené, malgré nous autres, à devoir en parler pour la simple raison que les problèmes économiques actuels, ce qui se produit, des mises à pied massives, les coupures de budget, les budgets d'austérité, tout d'un coup, comme ça, les gens se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que ça nous arrive? Qu'est-ce qui est caché qu'on nous dit pas? Mais en arrière de ça, c'est clair que il y a une organisation cachée, parce qu'il n'y a pas seulement ici que ça se produit à l'heure actuelle dans tous les pays de l'Occident. Donc si ça se produit dans autant de pays en même temps, c'est parce que ça fait partie d'une organisation qui ne nous est pas dévoilée. Qui est mondiale. Qui est mondiale. Et si on dit un nouvel ordre mondial? Et quand on parle d'un nouvel ordre mondial, on parle d'un nouvel ordre qui est construit sur l'ancien ordre, qui doit remplacer l'ancien ordre.